Bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et jeudi à partir de 18h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue d'être à la barre, d'être présent, de suivre ce débat intelligent que j'ai toujours dit, un débat intelligent, un débat d'idées. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous deux invités. Il s'agit de Mathieu Badioko. Il est communicateur au parti ECO, parti cher à Jean-Claude Massango Moulongo, le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur honoraire de la Banque centrale. Mathieu Badioko, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Parfaitement bien. Bienvenue sur Kinactu Télévision. Merci et merci pour l'opportunité que vous me donnez de passer et pouvoir exprimer nos idées, nos idéaux et bien évidemment l'évolution des choses en République démocratique du Congo. Je vous signale que c'est le grand frère de Yves Badioko que nous avons l'habitude de recevoir ici. Le grand frère est de l'autre côte, de l'autre rive, le petit frère aussi de l'autre rive. Ils sont tous des politiciens intelligents. Je passe la parole à Monsieur Patou. Il est cadre de l'ensemble, président fédéral de l'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi. Patou Ben, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur Kinactu Télévision. Merci pour l'invitation. Bonsoir aussi à mon co-débatteur. Merci pour l'invitation encore une fois. Je crois que nous allons partager nos idées comme dit le co-débatteur. Et c'est un débat beaucoup plus scientifique pour partager ce que nous consentons pour l'évolution de notre pays. Merci beaucoup. C'est à moi. Deux sujets sur ce plateau. Quelle thérapie pour le social des Congolais? Au jour le jour, les prix des denrées alimentaires coûtent très cher. Au jour le jour, il n'y a pas d'eau dans certains coins de la République. Au jour le jour, il n'y a pas l'électricité. Nous allons en parler sur ce plateau. Quelle est la thérapie? Et puis le second sujet par rapport au grand remède. Kagame avait tenu des propos indécents, des propos qui a choqué, des propos qui sont sur la toile, que les terres rwandaises se trouvent ici dans notre pays. Quel grand remède? Quel est ce remède pour la sécurité à l'est du pays? Ce sont les deux sujets que nous allons débattre encore une fois. Bonsoir. Je passe la parole à Mathieu Badioko. Je vous signale que leur parti n'est pas de l'Union sacrée, mais du moins ils soutiennent la candidature du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il y a une nuance. Mathieu, encore une fois, bienvenue. Merci. Les social des Congolais, comment vous trouvez ça aujourd'hui? Oui, avant d'abord de me plonger dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord remercier mon secrétaire général, Nadin Foutila, qui me donne sans cesse l'opportunité de pouvoir défendre le parti, et bien évidemment mon maître à penser, Guy Honoré, à qui je salue. Alors, c'est que je dirais, il est vrai aujourd'hui que nous assistons à une dégradation de la vie sociale du Congolais. Nous constatons notamment une augmentation en termes de des prix des denrées alimentaires. Mais je pense beaucoup plus que cela est dû au fait de la volonté du chef de l'État, du président Félix Tshisekedi, de pouvoir améliorer le social du peuple congolais. Je crois qu'il est victime de sa bonne intention de pouvoir améliorer les choses. D'emblée, lorsque je dis ça, nombreux sont ceux qui se posent la question comment. Il est quasiment impossible de parler du social du Congolais sans mettre en évidence le pouvoir d'achat du Congolais. Et lorsque nous parlons pouvoir d'achat, cela veut signifier que nous tenons en compte le revenu. Or, dans son concept, le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services que le revenu permet d'acquérir. Or, lorsque vous constatez très bien, dans ses bonnes intentions, le président Félix Tshisekedi a eu à augmenter les revenus de la masse congolaise, de la population congolaise de manière générale. Nous allons dans l'armée, nous allons dans la fonction publique, nous allons au sein de services de sécurité. Bref, il y a eu cette machine d'augmentation des salaires. Et comme nous le savons très bien, comme la science nous le dit, une augmentation des salaires, des revenus qui ne tiendrait pas compte d'autres facteurs entraîne automatiquement une inflation, une augmentation de prix. Lorsque je dis d'autres facteurs, quels sont ces facteurs? Je parlerai par exemple de la production
qui, à notre niveau, pour l'instant, en République démocratique du Congo, la production fait défaut. Nous sommes carrément dépendants de tout ce qui vient de l'extérieur. Lorsque je dis carrément, c'est en totalité. Nous dépendons de l'extérieur. C'est ainsi que, à cette difficulté, nous, le parti ECO, nous proposons toujours, comme nous le disons, nous ne sommes pas de l'Union sacrée, mais nous soutenons la candidature du chef de l'État. À cette volonté qu'a eu le chef de l'État d'augmenter la rémunération, qui a eu pour conséquence une inflation sur les marchés des biens et services, nous proposons ce que nous appelons les 5 doigts de la main. Produire au Congo, consommer au Congo, engager au Congo. Juste après. Okay. J'aimerais d'abord vous relancer en ce sens. Oui. Le droit de l'homme fait partie du social des Congolais. Effectivement. La bonne rémunération fait partie du social des Congolais. Effectivement. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, les fonctionnaires ne sont pas encore payés? Voilà. C'est que, d'abord, j'aimerais apporter une clarification. Les fonctionnaires n'ont pas de retard de mois de paiement. Ça, c'est déjà un fait. Il y a un retard de paiement, mais qui n'est pas qui ne correspond pas à des arriérés. Donc, il n'y a aucun Congolais, aucun fonctionnaire de l'État aujourd'hui qui dira que voilà, l'État congolais me doit 2 à 3 mois de salaire. Non, c'est pas vrai. Le problème qui se passe est que, au départ, il était convenu que les salaires soient payés le 9 du mois qui suit. Bien évidemment, dans certaines entreprises, par exemple, dans certains pays, c'est soit le 25, soit le 30. Certains, c'est même chaque semaine ou chaque 2 semaines. Mais il était convenu ainsi. C'était chaque le 15. Bon, certains, c'est le 25. Ça allait jusqu'au 25, voire le 30. D'accord? Alors, il s'est fait que depuis 2023, le salaire a commencé à être payé le 9. Mais seulement, il y a un problème de non-respect de cette date. Des fois, on arrive jusqu'au 15 sans que le salaire ne soit payé. J'ai suivi tout récemment un communiqué du gouvernement qui disait que ce problème serait résolu de manière assez rapide. Et je crois en cette volonté du gouvernement. Donc, observons, puisque le salaire du mois de mars a été apuré, donc voyons voir ce qui va se passer avec le salaire du mois d'avril et nous pourrons juger de la crédibilité des dires de l'exécutif de la République démocratique du Congo. Je vous ai suivi scrupuleusement lorsque vous dites que le chef de l'État a la volonté. Est-ce qu'on se limite, la gestion de la République se limite qu'à la volonté ou à la concrétisation? Parce que son arrivée en 2018, je suis maman, je suis femme, ouais. Le SACOM de Madessou, c'était à 1200 francs congolais. Mais aujourd'hui, Bibundela Madessou, c'est à 4000 francs congolais. Dites-moi. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Effectivement, on ne gouverne pas. Effectivement, quelle est la politique publique du social des Congolais, ce régime? Effectivement, vous dites qu'on ne gouverne pas avec de la simple volonté. Il y a eu des actions qui ont été actées, notamment augmentation des salaires. Je connais personnellement un enseignant, un enseignant qui œuvrait au sein d'une école publique, qui touchait à l'époque 90 000 francs congolais. Aujourd'hui, il gravit autour de 320 000. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que à cette volonté n'a pas eu à concourir d'autres éléments. C'est ce qui crée une inflation. Nous ne nions pas l'inflation. Nous ne nions pas la difficulté. Mais seulement nous disons qu'il y a eu une volonté, mais seulement les autres éléments n'ont pas suivi. Et vous dites que les recommandations, nous en parlerons après. Donc, il y a eu cette volonté déjà qui a été marquée, mais seulement, comme la science nous le dit, une augmentation des revenus entraîne impérativement une inflation, surtout lorsque cette augmentation des revenus n'est pas soutenue par une production. Donc, sur le plan volonté et action, déjà, nous actons qu'il y a une volonté, il y a eu des actions. Quitte à ce que maintenant, nous veillons et que nous recommandons notre gouvernement à ce que les autres éléments qui concourent à ce que le pouvoir d'achat du peuple congolais soit tenable, puissent être mis en application. Mais en dehors du revenu, moi j'habite la commune de Ngalema. Il y a un temps où j'étais obligé de me réveiller, par exemple, chaque soir à 2 heures pour aller chercher de l'eau à boire, avec des bidons, avec tous les risques. Marie des nuits. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a eu une amélioration. Je parle de Ngalema parce que j'habite Ngalema. Il y a eu une amélioration en termes de fourniture d'eau. Donc, quasiment, nous avons l'eau 5 à 6 jours par semaine. Est-ce que c'est assez? Non, ce n'est pas assez. Parce que nous voulons avoir l'eau 7 jours sur 7, de 0 heure à 0 heure. C'est ce que nous voulons. Donc,
il y a eu des efforts, il y a des efforts qui sont fournis, mais seulement nous devons être conséquents que les choses ne se feront pas d'un coup de baguette magique et que les décisions qui sont en train d'être prises actuellement vont dans ce sens. Sans oublier que nous avons d'autres contraintes qui nécessitent assez que des efforts soient consentis, et ces efforts-là, nous le savons tous, notamment le problème de l'Est du pays, que nous allons d'ailleurs aborder. Donc, il y a un ensemble d'efforts qui font en sorte qu'il y a des efforts qui sont faits, qui sont fournis, mais seulement il y a une pesanteur au niveau d'autres éléments qui font en sorte que nous avons tendance à ne pas remarquer les efforts qui sont faits. Merci beaucoup Mathieu Badjoko. Nous allons passer la parole à Patouben, il est cadre de l'Ensemble pour la République. Patouben, le social des Congolais ne marche pas, on se plaint chaque jour, il y a la hausse de prix des denrées alimentaires, il n'y a pas d'électricité. Comment vous jugez-vous cette situation des Congolais? Merci madame, premièrement de saluer encore le secrétaire général de notre parti, l'honorable Dieudonné Bolongetengue, l'excellence Chéribe Okende et le communicateur Francis Kalombo. Ce sont ces gens que j'appelle souvent des mentors, des gens qui nous montrent quand même le chemin dans la politique. Vous savez, madame, le patriotisme n'est pas un slogan, mais c'est un comportement. J'insiste bien que le patriotisme n'est pas un slogan, mais c'est un comportement. Vous vous souvenez, le chef de l'État en 2018, quand il parlait de ce projet de société, je reviens d'abord quand il y a eu passation de pouvoir. Vous allez voir la population crier Fachi, Papa Lobaki, le peuple d'abord. C'est ce que je dis, que le patriotisme, c'est un comportement. À l'époque de Kabila, quand quelque chose ne marchait pas, vous allez voir le peuple d'abord se soulever, dire que non, ça ne va pas. Il n'y a rien qui marche dans les pays. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien nous le dire en face. J'ai entendu comme mon co-débatteur vient de parler sur le social. Vous savez, Platon Gagnard a dit, dans la République, pour moi, il dit que non, le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, il ne faut pas promettre quelque chose dont vous semblez que vous n'allez pas réaliser. Le chef de l'État nous a dit honnêtement, je crois dans sa conscience, que le premier projet, c'est améliorer le social des Congolais. C'est depuis 2018 que Félix Tshisekedi nous avait dit ça. Après cela, suivi des promesses qui est non tenues, non réalisables. J'ai entendu quand le coordinateur parle un peu de salaire, ça allait me faire rire, mais j'ai dit, écoutez un peu. À l'époque de Kabila, s'il faut parler de social, vous venez de pinguer les sacs de Madou sous-côté 1200 francs congolais. À l'époque de Kabila, je prends d'un policier qui touchait 160 000 francs congolais par mois. Et le 1 dollar coûtait 1600 francs. Ce qui veut dire que Kabila payait les gens 100 dollars. Félix Tshisekedi qui a promis aux policiers, nous avons tous les ans, nous avons vu que quand je serai au pouvoir, vous allez voir que chaque policier à Roulananda, Kounaye, vous allez voir les policiers se vont toucher 400 dollars, les policiers vont rouler ceci, vous serez bien. Ça sont des promesses dans le social qui nous avaient promis. Félix Tshisekedi vient, il a trouvé ces gens-là qui touchaient 1600, il a ajouté les 30%. C'est ce que j'avais bien voulu entendre si mon co-débatteur voulait parler de 30%. Le 30% de 160 000 francs congolais qui ne fait que 220 000 francs congolais. Et les 220 000 francs congolais, si vous prenez le taux d'aujourd'hui, c'est en dessous même de 100 dollars. Ce qui veut dire, s'il faut être correct, entre Kabila et Félix Tshisekedi, c'est Kabila qui payait mieux. Et puis à l'époque de Kabila, quand Kabila paye 100 dollars, le prix était stable sur le marché. Patouben, laissez-moi vous relancer. Ouais. Vous déploriez la manière dont les choses se passent, déjà ça se sent, mais vous oubliez que ensemble, en ce moment-là, étaient dans le gouvernement, vous étiez dans l'union sacrée. Je me rappelle au propos d'Augustin Carbo, le secrétaire général de l'UDPS, qui avait dit en son temps que le bilan sera partagé. N'est-ce pas que vous êtes aussi responsable d'autre part? Non, non. Parce que le ministre Mwando, à l'époque, était ministre des Plans. Non,
non, écoutez, madame. Allez-y. Quand vous parlez, le bilan sera partagé, je ne sais de quelle manière, parce que nous avons un commandant suprême qui dirige les institutions et le Premier ministre. Nous, le ministère qu'on occupait, permet de vous le dire, ça n'avait pas totalement l'impact si le ministre Mwando Simba, il était dans le plan. C'est lui qui a donné le goût là, de 145 territoires. Il était dans le plan, Chérubin Okende au transport, mais rien, en son temps là, il n'y avait pas de changement, surtout au ministère du Transport. Les choses ne marchaient pas. Non, les autres, le pouvoir. Non, écoutez. Allez-y. Non, je viens de vous dire que dans le gouvernement, il y a un président de la République et s'il y a un premier ministre. Si le chef de l'État trouvait qu'un des membres du gouvernement ne travaillait pas bien, il avait l'autorisation, ou il a l'autorité sur tous ses ministres de dire que non, toi, en tout cas, ça ne tient pas, comme il vient de faire maintenant le remaniement. Nous avons vu que non, personne n'a réclamé, dit que non, toi, tu ne fonctionnes pas bien, et partez. Il ne faut pas entendre dire que non, le bilan sera partagé pendant qu'on sait que non, il y a un commandant. Tout ce temps-là, il faut parler maintenant de l'absence de l'autorité de l'État, ou soit il ne contrôle pas ce que les ministres le font. Parce que Chérubin Okende qui était là, je ne suis pas le porte-parole de Chérubin Okende, mais qui était là, vous allez voir. Chérubin Okende essaie de faire des permis. Est-ce que vous voulez que c'est Chérubin Okende qui n'a pas voulu que les nouveaux permis soient là? Je dis non, parce que nous avons vu tous à la télé, on dit que non, dans 6 mois, dans les mois qui viennent, vous allez avoir les nouveaux permis de conduire. Mais où en sommes-nous avec ça? On ne sait pas. Il y a des propositions. Il est allé là-bas en Turquie pour acheter des bateaux de pêche. Nous avons tous entendu, il était là. Est-ce que c'est Chérubin qui allait faire sortir l'argent? Ce n'est pas lui. Donc, ce qui veut dire, comme nous l'avons toujours dit, que l'ensemble en venant prêter la main forte au chef de l'État quand il y a eu des problèmes avec Kabila, nous avons amené un cahier de charges. Quand le cahier de charges n'était pas respecté, je m'insiste en disant, raison pour laquelle le président Moïse, vous l'avez suivi, dit que non, je conseille, en particulier, je conseille dans les médias, j'ai utilisé tous les moyens possibles pour conseiller, mais ça n'a pas abouti. Ce qui veut dire que non, la personne avait son agenda caché, il ne voulait pas. Alors, il ne faut pas dire que non, l'ensemble va partager les bilans avec l'union sacrée, parce qu'il en fait partie. Ça, je dis non. J'aimerais toujours, par rapport à cette question, quel est votre bilan au sein, pendant que vous étiez là, à l'Union Sacrée au gouvernement? Est-ce que votre bilan, quand vous étiez là, c'est positif? C'était positif? Madame, pour moi de vous dire, je n'étais pas dans le gouvernement. Oui. Je souhaiterais que la question soit posée aux concernés. Mais je venais de vous dire ici que le projet de 145 territoires, vous n'allez pas oublier que c'est notre projet qui est venu de Mwando Simba. Vous allez voir l'histoire de nouveaux permis jusqu'aujourd'hui qui souffrent. C'est l'ensemble qui a mené ça. L'histoire de Trans Academia, c'est l'œuvre de Chérubin Okende qui ne le sait pas. Ça dit que nous avons des côtés positifs. Je ne dis pas que non, tout est positif, mais ce qui s'est passé à l'intérieur, moi je n'en sais rien. Mais au moins, peut-être si vous appelez l'honorable Chérubin, il peut bien vous dire pourquoi la chose n'a pas bien marché. Mais aussi, permettez-moi de retourner dans ce que je disais quand même. Vous voyez, ça dit que dans le social des Congolais, tout ce qu'on parle là, y compris. Aujourd'hui, les 30% qu'on avait ajouté, ou les 45% qu'on nous a promis, qu'on a promis aux militaires, aux autres, qui sera au mois de septembre de cette année, mais je vous dis honnêtement que les 30% c'est sur les salaires de base. Or, les salaires de base, si on fait de rémunération nette, là on voit les salaires, il y a comment on appelle ça, les heures supplémentaires, il y a les primes, il y a peut-être des éléments qui rentrent. Vous venez dans les non imposables, nous avons les transports et les soins médicaux. On est d'accord jusque-là. Tous ces soins ne sont pas intégrés. Mais allez-y dans le social. Les transports aujourd'hui, j'ai vu les tarifs qu'on vient d'afficher de tel coût, c'est 1500. Madame, je ne sais pas où vous habitez, dis-moi si par rapport aux tarifs qu'on a fixés chez le gouverneur de la ville correspond à ce que vous payez. Ou c'est que l'État a mis 1500 francs. Il paye ses travailleurs, des fonctionnaires, 1500 francs par jour. Mais c'est que les fonctionnaires là dépensent. Il n'est pas 1500 francs congolais. Maintenant, posez-nous maintenant la question. Qui joue avec qui? Je vous dis, Platon nous a dit ça. Il ne faut pas dire quelque chose pour être contredit demain. Quand
quand le chef de l'État dit il est venu pour secourir la population congolaise, je vous dis qu'on est là, on ne sait pas de quelle population, peut-être on parle déjà de la présidence ou de la famille biologique, mais personnellement, sur le plan social, on ne le retrouve pas. Là, on ne peut pas quand même voiler la face pour dire que non, parce que je suis de telle obédience, que je dois faire ça. Non. Tout ce que le chef d'État nous avait parlé. Parlons un peu de l'économie. Aujourd'hui, je vous dis, maintenant les policiers touchent 220 000 francs congolais, qui ne représentent même pas 100 $. Pourquoi? D'abord, aujourd'hui, allez dans le marché, vous allez voir chaque commerçant à son prix. Allez voir avec les changeurs, comme on appelle les cambistes. Voilà, tout le monde a son taux d'échange. Qui sait contrôler tout ce monde-là? Quand même revenu dans le ministère, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que non, la production nationale est faible. Faible. Maintenant, tous les 5 ans, parlons-vous, avant Kabila et Félix Tshisekedi, il y avait des ministres qui ont succédé, parce qu'avec l'ensemble, ce n'est que presque une année qu'on a fait ensemble. Merci beaucoup. Je veux passer la parole à Mathieu Badjoko. Je ne sais pas s'il a quelque chose à rebondir avant qu'il nous donne les recommandations, les pistes et les solutions. Oui, je suis au second sujet. Je suis très heureux parce que mon co-débatteur a émis un proverbe, un adage, et qu'il puisse tomber dans le même piège. Et je crois que c'est ce à quoi on assiste de manière régulière en République démocratique du Congo. Lorsque vous lui avez posé la question de connaître le bilan des membres d'ensemble, lorsqu'ils ont œuvré au sein du gouvernement, il dit ceci: je ne dis pas que tout était positif. D'accord? Donc s'il ne dit pas que tout était positif, ça veut signifier qu'il y a eu du négatif. Alors je me pose la question, pourquoi doit-on être assez simpliste avec soi, mais demander plus de rigueur que la perfection à l'autre? C'est la question que je me pose. Et en introduisant, je le dis, qu'il y a effectivement une difficulté sur le plan social. Mais cela n'est pas dû à une inaction. Au contraire, cela est dû à une action qui a été entreprise, mais seulement que les autres éléments n'ont pas accompagné. Je suis content que la MOUCA ait fait partie, Ensemble pour le Congo ait fait partie du gouvernement, parce que d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on a œuvré pendant au moins 3 ans au sein d'un gouvernement, mais excusez-moi. Non, c'est pas 3 ans. Je parle au moins 3 ans. Je parle au moins 3 ans. Depuis que la coalition s'est faite, c'est au moins 3 ans. Donc, ça voudrait signifier qu'on a au moins géré. Reconnaître que l'on a géré n'est pas un défaut, c'est pas un drame. Ça, c'est pas un drame. Dire que oui, nous avons géré avec. Nous partagerons du moins, pendant le temps que nous avons passé, nous partagerons le positif et le négatif. Parce que, je donne un exemple, je prends le cas de Chérubin Okende. Si aujourd'hui, en son temps, Chérubin Okende avait réussi à faire délivrer des permis de conduire, ce serait dans l'actif d'ensemble. Chérubin Okende se bomberait le torse pour dire que voilà, c'est grâce à moi que c'est arrivé. Donc à un moment donné, il faut que nous sachions que nous apprenons à partager le positif comme le négatif. Maintenant, je complète juste. Allez-y. On dit que le passé a toujours été beaucoup plus beau. Il y a ceux de Mobutu qui diront, de l'époque de Mobutu qui diront, Mobutu c'était la perfection, Mobutu c'était beau, Mobutu c'était. Aujourd'hui, on dit Kabila, on cite Kabila, on dit non, sous l'époque de Kabila, il y avait une stabilité de prix, il y avait. Les chiffres ne mentent pas. C'est faux à l'époque. Je prends un exemple, je prends une référence. Premières élections, 2006. Jusqu'en 2010. Je prends un seul exemple. Kabila arrive après élection, parce que c'était toujours lui qui était au pouvoir, le dollar était à 430 francs congolais pour $1. D'accord? Lorsque on arrive en 2010, le dollar passe à 915 francs. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire les premières années après l'élection de Kabila, le dollar s'est détérioré à hauteur de plus de 85%. C'est-à-dire que la monnaie congolaise a perdu plus de 85% de sa valeur. Vous imaginez, plus
plus de 85% de sa valeur. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Le dollar, il le trouve à combien? Il le trouve à 1630 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 2200. Nous n'assistons qu'à une détérioration du franc congolais, de la valeur du franc congolais à hauteur de 35% environ. Donc, n'est-ce pas qu'on arrive au pouvoir pour améliorer la situation d'un peuple? Effectivement. Et je me pose une autre question. Oui. En fait, quelle est vraiment la vraie vision, la vraie vision du gouvernement? Parce que avant d'arriver au pouvoir, il y a un programme, il y a une vision qui s'incarne au programme. Et jusque-là, on sent que c'est presque tout qui patauge. Voilà. Lorsque vous dites qu'on a l'impression que tout est en train de patauger, je vous dirais que la RDC est un vaste chantier. Je me rappelle de l'adage qui a fait couler beaucoup d'encre de salive du chef de l'État qui disait que Mboka et Koufa déjà, et Koufa Kala. Et je suis content que Fayulu répète pratiquement les mêmes choses en disant que ce pays, c'est depuis un bon bout de temps que les choses ne vont pas. Fayulu l'a répété. Et même sur le plan international, on dit que là-bas, le Congo, rien n'a jamais marché. Macron l'a aussi évoqué. Donc, c'est-à-dire que nous venions d'un gouffre. Et des fois, c'est vrai que les efforts, vu la profondeur des dégâts causés, des fois les efforts qui sont fournis ne sont pas assez visibles. Je vais vous donner des exemples simples. Je prends l'hôpital de Mamaye. Nous avons connu cet hôpital. Nous avons connu l'état de délabrement total de cet hôpital. Aujourd'hui, cet hôpital est en pleine reconstruction. Vous me direz que ce ne sont pas des efforts fournis. Pendant 4 ans, presque 5 ans. Le problème n'est pas après combien de temps on commence. Le problème, et le vrai, c'est que cela s'achève afin que chaque Congolais puisse bénéficier de soins de santé adéquats. Et quelles sont les recommandations? Passons aux recommandations, parce que nous devons passer... Nos recommandations sont simples. Oui. Nous parlons du 5 doigts de la main, en ce qui concerne le social du peuple congolais. Oui. Nous avons conscience que les difficultés sont énormes. Nous avons conscience que les chantiers à reconstruire sont herculéens. Mais ce n'est pas pour autant que les bras sont baissés. Raison pour laquelle, pour appuyer ces efforts du chef de l'État, qui n'ont pas trouvé les autres éléments nécessaires pour faire une symbiose afin que les résultats soient probants sur le terrain, nous écho que ce que nous disons. Nous appliquons, nous proposons la politique du 5 doigts de la main. Le pape en a parlé, mais nous, c'était bien avant. Les 5 doigts de la main, qu'est-ce que nous disons? Produisons au Congo, consommons au Congo, engageons au Congo, entreposons au Congo, d'accord? Et puis, bien évidemment, il faudrait employer tout ce qu'il y a au Congo. Merci. Ce sont les recommandations que nous donnons au gouvernement. Et je pense que lors d'une prochaine émission, vous me donnerez l'occasion de pouvoir entrer dans les vifs et dans les détails de chaque élément qui permettront bien évidemment à ce que le gouvernement puisse prendre note de sorte que les actions soient plus visibles que ce que nous sommes en train d'observer. Espérons que les recommandations seront prises au gouvernement parce qu'il y a ceux de l'ensemble qui étaient dans le gouvernement qui se plaignent que non, leurs recommandations n'ont pas été prises en compte, espérons bien. Je vous passe la parole. Vous avez à répondre. Non, je voulais un peu dire quand mon frère Mathieu qui partait. Mathieu doit savoir, à l'époque, quand il y a eu le problème de monnaie, je crois, 2010, je crois que c'est Massango qui gérait la Banque centrale. Hein? Oui, effectivement. C'est Massango. Donc, ce qui veut dire que non. La question là, moi je préfère que c'est à vous de poser un peu à vos Jean-Claude de Massango, de lui dire un peu, monsieur le président, aujourd'hui là, vous n'êtes plus avec Kabila, maintenant là, vous donnez un peu les doigts à Kabila, vous allez de l'autre côté, expliquez-nous un peu. Peut-être prochainement, quand vous allez venir, vous allez quand même nous expliquer aussi de savoir pourquoi il y a eu cette augmentation, il y a inflation, comment, de 85% que je retiens que vous avez parlé de ça. Vous comprenez un peu. Donc, vous avez géré, comme nous aussi, alors, on va dire, il faut le dire en vérité, mais le problème d'argent, c'est vous qui étiez des argentiers. Vous comprenez un peu. Donc, là, si je peux juste glisser un mot. Si vous m'accordez juste. Non, c'est moi qui ai la parole. Apparemment, on comprend la fonction de la Banque centrale. Non. Il y a une grosse confusion. Pour nous de l'ensemble. Voilà ce que nous disons. Il faut d'abord mettre l'homme au centre du développement. C'est ce qui a manqué à Félix Tshisekedi.
Félix Tshisekedi devait mettre l'homme congolais, mettre les moyens à la disposition de tous les Congolais pour que le social soit un peu équitable. Et deuxième des choses, bon, je sais avec l'arrivée de Vital Kamerhe, malgré ils sont à la fin de leur mandat, je ne sais pas si Vital Kamerhe va faire quoi. C'est un monsieur que je respecte, je sais que c'est un bosseur, mais au moins c'est de réorganiser l'économie et aussi de créer des emplois et assurer un salaire décent à tout le monde. Et là, il y aura quand même l'équilibre sur le plan social. Parce que nous ne pouvons pas vivre comme Karl Marx dit, que non. Là où il y a la production, les gens qui produisent l'argent, ils ne bénéficient pas au détriment de ceux qui restent dans le bureau. Moi, je viens, quand vous venez là, vous travaillez, mais à la fin, vous entendez que vous avez $50, ou bien, comme Mathieu dit, 330 000, mais vous entendez un conseiller, comme Kamel vous avez dit dans le procès, 27 000. Vous voyez un peu l'écart là? C'est ce que nous refusons. On ne peut pas. Ici, on avait dit ça. Moi, j'ai suivi les chefs de l'État quand il s'est dit que non, il fallait diminuer un peu les temps de vie des institutions. Cela nous entendons, comme il y a 3 ou 4 ministres de l'ensemble qui sont partis, peut-être on a diminué un peu l'effectif, nous allons voir aussi encore. Mais on essaie de voir, au lieu que ça diminue, mais c'est 57 maintenant. Merci. Vous comprenez un peu? Donc, toutes ces histoires-là, ça constitue au moins, sur le plan social, un frein. Donc, il y a une portion des gens qui en bénéficient et les autres en souffrent. Pendant que ceux qui souffrent là, ce sont ceux qui sont dans les champs. Merci beaucoup. Nous devons passer au second sujet par rapport à la question sécuritaire de l'Est du pays. Les choses ne marchent pas. Kagame a défié le peuple congolais en disant que les terres rwandaises se trouvent ici en République démocratique du Congo. Quelle thérapie, quel grand remède, parce qu'on a toujours dit au grand mot, grand remède. Le franc congolais que nous utilisons aujourd'hui, si chaque Congolais peut se dire que j'ai une monnaie qui marque ma souveraineté, ça a été pour ça à 90% eu pour base Massa Mulongo. Parce que lorsque il est convoqué par Mouzé Kabila, la RDC compte 4 zones monétaires. C'est-à-dire que dans un pays, mais il y a 4 monnaies qui sont utilisées. Et Massamou a cette grandeur d'avoir fait en sorte que dans tous les 4 coins du pays, on utilise le franc congolais. Je me rappelle encore la chanson franc congolais, c'était presque devenu une hymne nationale pour chaque Congolais. C'était sous Massamou. Maintenant, en ce qui concerne cette dégradation de la valeur du franc congolais, j'aimerais rappeler à mon co-débatteur que la Banque centrale, bien qu'elle fixe des politiques monétaires pour réguler la masse d'argent en circulation, la Banque centrale n'est qu'une caisse de l'État. En premier lieu, c'est ça sa fonction. Et en termes de caisse de l'État, elle ne fait que exécuter. Elle ne peut pas s'opposer à une décision prise par l'exécutif. C'est-à-dire que lorsque l'exécutif dit « j'ai besoin de tel montant », la Banque centrale ne peut pas s'opposer. Imaginez un peu que vous avez placé votre argent dans une banque, comme l'État congolais place dans la Banque centrale, et que vous allez en caisse retirer par exemple votre argent, et le caissier vous dit non, je ne veux pas vous donner votre argent, alors que vous avez tous les éléments requis pour retirer votre argent. Vous voyez que c'est un non-sens. Donc dans ces attributions, la Banque centrale n'a pas pour rôle de pouvoir contester une décision. Et c'est ce qui fait que... C'est l'explication que je suis en train de vous donner. Et c'est ce qui fait que cette gestion du taux a été très compliquée, parce que les politiques sont mêlés. Je vous donne un cas d'exemple. Lorsque le politique décide de dire que voilà, prenez de l'argent, payez tel fournisseur à hauteur de tel nombre de millions de dollars. La chambre de dépenses est réalisée et le ministre des Finances donne l'ordre. Que fait la Banque centrale? La Banque centrale s'exécute. Elle ne peut pas dire non, je ne peux pas donner. La Banque centrale s'exécute. C'est ça son rôle, tout simplement. D'accord? C'est ce qui a contribué dans cette
ont mêlé un peu la politique et l'économie. C'est ce qui a contribué à cette détérioration de la valeur de Allez-y, l'armée. la question de l'Est. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la question de l'Est. Moi, je crois que M. Kagame, je crois d'abord qu'il y a du bon dans sa déclaration. À pointer du doigt à l'œil du chef de l'État. Moi, déjà, je crois Il n'y a pas eu de un aveu de puissance. Les gens me comprendront lorsque je vais continuer, je vais évoluer dans des arguments. Moi, je crois que déjà qu'il y a du bon dans cette déclaration de Kagame. Il y a du bon, comment ça? Il y a du bon. Mais pendant plus de 20 ans, Kagame a évolué à face voilée. Kagame était toujours en train de dire que le problème du Congo, c'est un problème entre les Congolais. Ce sont des Congolais qui? Ce sont des Congolais qui? Mais Kagame a été poussé dans ses derniers retranchements sur le plan diplomatique et je crois que sur le plan militaire. Aujourd'hui, il n'y a pas eu du répondant. Écoutez. Donc aujourd'hui, même la communauté internationale qui des fois doutait sur le fait que le Rwanda avait des visées en République démocratique du Congo, cette communauté internationale aujourd'hui est éclairée. Parce que pendant longtemps, il niait, c'était le Béni. Non, ce n'est pas le Rwanda. Non, ce n'est pas le Rwanda. Mais aujourd'hui, Kagame dit qu'il y a des terres, une folie bien évidemment, qu'il y a des terres rwandaises en RDC. Il dit même qu'il y a des Rwandais qui sont en République démocratique du Congo. Vous marquez, est-ce que vous maîtrisez la portée de cette déclaration? Kagame a implicitement dit que la déstabilisation de l'Est, et cette fois, ce n'est pas venu de la RDC, mais de lui. Il a implicitement dit que la dégradation de la situation sécuritaire au niveau de l'Est a pour cause le Rwanda. Ça, c'est ce que nous devons remarquer d'abord dans cette déclaration. Et c'est un point positif. Maintenant, dans le fond des déclarations de M. Kagame, je crois que continuer à évoluer à cette théorie d'échange qui ne porte pas de fruits, Kagame qui déclare une chose, le gouvernement congolais qui réplique, non. Je pense que la meilleure des choses, c'est dans les actions. Parce que ce sont les actions qui poussent Kagame à pouvoir aujourd'hui évoluer de manière assez visible, qu'il arrive à reconnaître qu'effectivement... Vous insinuez quoi? Soyez concret, soyez voilà. clair. Parmi les actions, je veux vous donner des chiffres. Lorsque M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, le budget de la sécurité de la RDC est de 90 millions de dollars environ. Le budget en termes de sécurité. Aujourd'hui, ce budget est évalué à 850 millions. Ça voudrait signifier qu'il y a une volonté, parce que dans les 850 millions, nous avons vu qu'il y a des achats qui sont réalisés. D'accord? Ça, ce sont des investissements pour l'armée. Nous avons même vu les centres de formation. Aujourd'hui, ceux qui vont pour être formés pour être devenir militaires, le sont de bonnes conditions. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un petit à moi qui était allé en formation à Kitona. Et puis il a déserté. Il revient, il me dit, vieux, il faut que nous... Je dis, pourquoi? Oso se rendre compte que en pleine formation, Pessibiso, l'eau sona mafuta, n'a lipa. Barobi, l'eau sona mafuta, ils ont la foufou, lipa, ils ont la moussounou. Bien évidemment, je ne sais pas confirmer, mais c'est ce que lui m'a rapporté. C'est que les conditions étaient intenables. Aujourd'hui, nous voyons quand même qu'il y a des efforts qui sont fournis. Mais seulement, nous ne devons pas dormir sur ces lauriers. Non, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Il faudrait impérativement à ce que nous faisions encore plus. Parce que si aujourd'hui, nous nous contentons de dire que oui, Kagame, il déclare aujourd'hui que c'est un problème du Rwanda. Oui, Kagame, oui, nous avons acheté des avions, nous avons fait ceci. Si nous nous limitons à cela, la situation de l'Est va persister. Donc il faut continuer avec des actions. Autant le budget a été augmenté, autant il faudrait sanctionner par exemple. Ouais, le budget a été augmenté. De la sécurité, oui. Voilà. Mais il n'y a pas, on ne sent rien comme impact, merci. Je passe la parole à Patouben. La question de l'Est. Kagame nous attaque verbalement, mais c'est très fort. Il n'y a pas eu du répondant. À côté de l'opposition aussi, il n'y a pas eu du répondant. Non, du côté de l'opposition, il y a eu des répondants, mais on dit en français qui ne dit un mot consent. Il faut comprendre un peu. Vous savez, aujourd'hui, c'est bien
Mais tout cela nous voit, Kagame maintenant s'est dévoilé ce qu'il en avait besoin. On se pose des questions, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a jamais entendu des propos comme ça chez Kagame. Et ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on essaie de nous demander, vous les journalistes, vous nous demandez, mais pourquoi vous n'agissez pas, l'opposition ne parle pas, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de ceci, de cela. Madame, vous vous souvenez quand Martin Fayulu avait organisé une marche pour la contestation du solar de M23, Sépiné a été trop parqué là-bas à Tchango. Vous vous souvenez que Epengue, il a été arrêté parce qu'il est allé manifester devant l'ambassade du Rwanda. Quand à l'époque on nous disait que Kagame c'est notre frère, Otumboli Kagame, Otumboli DPS, tout le monde le sait. Mais au jour d'aujourd'hui, le même frère poignarde au dos, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais nous nous posons la question, oui, Kagame a dit ça, mais on ne peut pas quand même aller condamner une personne comme ça. Pourquoi il a dit ça? Oui, nous savons tous. Mais il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, aujourd'hui, oui, vous nous demandez d'être solidaires. C'est tout à fait normal parce que le Congo, c'est le nôtre. Kagame, tout ce qu'il peut dire, moi, je lui recommande d'aller revoir un peu dans la Convention de Berlin du 26 février 1885. Là où il y a des limitations de frontières. C'est bon. Mais posons des questions au sein de nous. Qu'est-ce qui a fait que Kagame puisse agir ainsi? Nous avons tous suivi ici à l'époque le directeur de cabinet qui va aller offrir des vaches chez Kagame. Nous avons entendu Fortuné qui parlait de carnet d'adresse. Mais nous, c'est que nous posons la question. Que le gouvernement en place, qu'ils nous disent réellement, Kagame a parlé. Mais pour aller combattre Kagame, nous devons savoir, parce qu'il ne faut pas qu'aujourd'hui vous demandez à l'opposition, agissez-vous quand vous allez dire, et que Kagame va vous dire que non, mais monsieur, regardez ce que nous avons signé. Mais nous voulons savoir, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Applaudi, oui, nous avons poussé Kagame à dire la vérité. Mais vous croyez que quand vous l'avez poussé, vous l'avez rien dit, vous l'avez rien promis? Mais moi, je pense que c'est un complot de balkanisation. Vous voyez? Patoubène, laissons-moi prononcer. J'aimerais revenir encore à la première question. Ouais. Chez le gouvernement, il n'y a pas eu de répondant. Oui. Aujourd'hui, nous constatons un bloc. C'est Sanga, Fayulu, Matata Pogno et Moïse Katumbi qui viennent de former un bloc de l'opposition. Oui. Mais entre bientôt les 13 mai, il y aura aussi marche à Kinshasa pour votre information. Mais on n'a pas senti un communiqué fort indexant Kagame. Pourquoi seulement accuser toujours le pouvoir en place? Non, on a... Cependant que vous êtes là pour faire l'équilibre du pouvoir. Écoutez, madame, Martin Fayulu en a parlé. Oui, Martin Fayulu en a parlé. Il est de l'opposition. C'est ça qu'on a condamné. Du côté de l'ensemble, on a condamné ça. Vous avez suivi ça. Mais s'il faut demander, c'est le partenaire de Kagame le plus rapproché, c'est le pouvoir en place. Ça, il ne faut pas oublier. Pour l'amour du Congo, nous tous nous avons dit que non à Kagame. Et nous refusons tous les complots qui se fait pour la balkanisation. Ça, c'est des complots. Parce que Kagame, nous avons suivi Bisséli a été à Makala, parce qu'il a dit que non, Kagame avait le carnet d'adresse. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a eu le carnet d'adresse là qui n'a pas été respecté, que maintenant là, il veut nous dire autre chose? Non, il ne faut pas le prendre quand même dans des pièges pareils, madame. Nous sommes des Congolais, nous sommes dans l'obligation. Écoutez, le Congo n'est pas seulement fait qui c'est qui dit nous à telle personne, le Congo c'est pour nous tous. Quel que soit le niveau, de été partagé ou de 100%, tout le monde, nous sommes Congolais, nous avons l'obligation de défendre notre pays jusqu'au prix suprême. Mais c'est là, nous voulons savoir, vous qui voulez aller engager notre pays, il faut quand même vous nous disiez. Vous savez à l'époque, qu'est-ce qui a fait que Kamere quitte l'Assemblée nationale? C'était à cause du brassage, quand il y a eu le ministère FDLR avec ces Kabila, et que ces Kabila avait dit les hommes passent, les institutions restent, et ce qui a coûté la vie de Kamere, et Kamere aujourd'hui il était dans l'opposition. Vous voyez un peu? Parce que Kamere avait dit non. Est-ce qu'on se pose des questions? L'Assemblée nationale a été saisie dans les accords de l'EAC. Parce que, à ce qui nous concerne, nous savons que non, c'est nous qui sommes allés demander à Kagame, s'il vous plaît, aidez-nous à entrer quand même dans l'EAC. Parce que des années, nous n'avons jamais entendu qu'un Bantou est allé s'assiéger avec les Néotiques.
Ce n'est que maintenant. Raison pour laquelle nous nous posons la question. Que le président Félix nous dise quelle était la motivation de nous amener à l'IAC. Ce n'est pas pour rien. Après, nous entendons, quand ils ne se sont pas entendus, c'est sur là des carnets d'adresse. Maintenant, ça change sur le M23. Que maintenant, c'est la coalition M23 et le Rwanda. Aujourd'hui, Kagame a dit ça. Hier ou avant-hier, nous avons dit que là, voilà les forces régionales qui sont arrivées. Et moi, j'ai parlé dans un plateau, j'ai dit non, ça, pour celui qui connaît souvent l'histoire, il faut parler des zones tampons. Et quand tout le monde dit, les zones tampons, à l'époque, c'est Bermana qui est allé demander ça en Allemagne. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, là, M23 parti, M23 le cantonnement. Mais aujourd'hui, on dit que à Bounagana, Routour, vous ne pouvez même pas arriver. Le M23 est rentré encore en force. Qui manque? Le Congo nous appartient à tous. Le Congo n'est pas propriété privée d'une portion de personnes, mais c'est pour nous tous. Alors nous devons nous sacrifier. En nous demandant de se sacrifier pour les gens qui nous commandent, hein, nous leur demandons, comme Jean-Jacques Rousseau, qui pouvait nous dire que nous avons légué notre pouvoir à vous. Mais vous devez savoir qu'il y a un contrat. Et ce contrat, c'est à titre individuel ou collectif. Et non seulement ça, quand les individus se réunissent, c'est pour donner le pouvoir de leur communauté à une seule personne qui dirige, il est dans l'obligation. Donc Félix doit savoir que non, il est dans la fin de son mandat, c'est un contrat à durée indéterminée. Et dans ce contrat, il devait quand même nous faire rapport, nous dire que non, voilà mes chers compatriotes, vous m'avez donné le pouvoir officiellement, mais là, voilà ce que moi j'ai fait avec l'EAC, j'ai fait ça. Parce que les députés, ils ne savent pas le dire réellement. Est-ce qu'ils connaissent quand est-ce qu'il y a eu des assises pour la signature des accords? Personne ne le sait. On doit quand même le dire parce que c'est le Congo. Nous refusons qu'on voit encore que Kabila nous a laissé. Que demain, quand Félix va quitter le pouvoir, c'est lui qui va remplacer Félix, qui va encore répondre les mêmes histoires. Tu vois? Merci beaucoup. Nous tournons déjà vers la fin de l'émission. J'aimerais passer la parole à Mathieu Badjoko. Comme je l'ai dit à mon introduction, du second sujet au grand mot, grand remède. Que faire pour cette situation? Oui, j'aimerais d'abord rebondir sur l'affaire EEAC. Vous savez, on dit que la meilleure manière de résoudre un conflit, c'est d'essayer toujours de faire à ce qu'il n'y ait pas de coup de feu. Et je crois que ça a été la thématique de Félix Tshisekedi au départ. Parce qu'il est arrivé au pouvoir, il se dit que voilà, nous allons essayer de résoudre ce problème en parlant. D'accord? Parce qu'il découvrait Kagame en tant que le chef de l'État, il découvrait Kagame. Et je crois que c'était une très bonne démarche. Pourquoi c'était une très bonne démarche? Non, c'était une très bonne démarche. C'était une très bonne démarche. Vous savez pourquoi j'ai dit? Parce que Félix Tshisekedi était à l'opposition. Je vous dis que Félix Tshisekedi, avant de devenir président, il nous disait souvent le Rwanda. Mais maintenant là, il appelle le Rwanda le frère. Achever son idée. Voilà. Il y a une confusion qui naît souvent dans la tête du Congolais. On dit qu'il était à l'opposition, mais il connaissait. Je vais vous dire une chose. Dans tout État, il existe des secrets d'État. Que vous soyez l'homme le plus actif en politique, tant que vous n'êtes pas dans le pouvoir, vous ne prendrez pas connaissance. Il y a même des ministres qui ne connaissent pas certains secrets. Ça se passe dans tous les pays. Et c'est comme ça. Ce n'est pas une innovation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes là aujourd'hui, vous êtes content d'être à l'opposition. Hier, vous étiez avec nous. Si je vous posais la question, on sait que vous êtes de l'Union sacrée. Madame nous a dit que vous n'êtes pas de l'Union sacrée. Mais là, vous venez de nous dévoiler l'Union sacrée. Pas que vous m'interrompez. Elle a accepté que je fasse que vous. Dans le moment, j'avais voulu Mathieu que tu me dises bien avant que je suis de l'Union sacrée. Vous êtes dans le concept, moi je suis dans le fond. Nous soutenons la candidature de Félix Tshisekedi. Nous ne sommes pas dans les institutions, nous ne dirigeons rien. Nous nous battons pour que Félix Tshisekedi soit réélu. Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée parce que tous les signataires de l'Union sacrée ont signé une charte. D'accord? Donc l'adhésion à l'Union sacrée a été matérialisée par la signature. Vous le soutenez comment, Mathieu? Donc vous devenez le journaliste. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois. Donc, acceptez que je vous interrompe à votre tour. Donc,
Ce que j'étais en train de dire, c'est la meilleure manière de résoudre un problème. C'est ainsi que vous verrez des États comme les États-Unis, qui sont des grandes puissances militaires, ne vont jamais en guerre pour y aller. Ils commencent toujours par causer avec l'ennemi. Toujours, c'est la première étape. Je vais causer avec. Quand bien même que celui qui était avant avait entrepris des actions, mais celui qui vient tente toujours de dialoguer. Et lorsqu'ils tentent de dialoguer, ça veut signifier qu'ils trahissent les États-Unis? Non, ils ne trahissent pas. Parce que c'est une très bonne modalité. Par rapport à cette question de la guerre, nous connaissons quand la guerre commence, mais nous ne connaissons pas quand elle se termine. Donc cela démontre qu'en lui, on ne sent pas cette volonté-là de décréter tel. Non, ce concept est universel. Ce concept est universel. Toute guerre, on connaît quand est-ce qu'on peut commencer. Je donne un exemple simple. Superpuissance Russie, qui avait dit qu'en quelques jours, il marcherait sur Kiev. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année. C'est un exemple simple. Donc, une guerre, ça c'est un principe. On connaît quand est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on finit. Parce qu'on ne connaît pas la résistance des forces en présence. Donc, je disais, donc la meilleure manière de pouvoir résoudre un problème, c'est toujours entamer. C'est la première étape. Toujours dialoguer. Même avec son ennemi, il faut toujours dialoguer. Si le dialogue ne marche pas, on monte d'un cran. Si la deuxième étape ne marche pas, on monte d'un cran. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on aboutisse à des guerres. C'est le cas de la Russie et de l'Ukraine. Il y a eu des accords, il y a eu des dialogues qui ont été faits, mais l'autre partie n'a pas accepté de respecter ces accords-là. C'est ainsi que la Russie a attaqué. Ça, c'est tout à fait normal, c'est dans le processus normal de résolution des problèmes. Bon. Maintenant, le carnet d'adresse. Ça, c'est ce que j'ai trouvé assez drôle. Vous savez, entre États, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'État ami, ça n'existe pas. Ce sont des intérêts. Aujourd'hui, j'aimerais bien donner le cas toujours de la Russie et de l'Ukraine. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Mais curieusement, il y a le gazoduc russe qui traverse l'Ukraine pour livrer le gaz à l'Europe. Et la Russie paye plus d'1 milliard environ à l'Ukraine. Mais pourquoi est-ce que l'Ukraine ne détruit pas ce gazoduc-là? Est-ce qu'on peut dire que Poutine et Zelensky sont de connivence dans cette guerre? Mais non, d'accord? Parce que ce sont des intérêts qui priment. Et en termes de carnet d'adresse, moi je ne vois pas le mal. Peut-être aujourd'hui parce que Kagame est l'apparence du diable, parce qu'en réalité nous n'avons pas de problème avec les Rwandais. D'accord? Donc demain, il peut y avoir un président qui estime qu'avec la RDC, nous devons conclure des partenariats fiables. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non. Merci beaucoup. Nous rejoignons à la fin de l'émission. Vous allez aussi donner votre discussion par rapport à cette question de l'Est. Madame, venir au pouvoir, ce qui veut dire, quand on critique quelqu'un qui est à la place, vous qui êtes dehors, vous dites que non, quand j'arrive, je vais amener des solutions. C'est ce qui nous a été promis. Déjà, le budget passé de 90 millions à 850 millions. Là, c'est faux. Alors, c'est que vous ne suivez pas les chiffres. Là, c'est faux. Là, c'est faux. Parce que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas encore été prendre. Là, c'est faux. Vous êtes bien à nier les chiffres juste parce que vous êtes contre. Alors que ce sont des chiffres visibles que vous pouvez lire. Je vous dis que c'est faux. On peut aller voir, aller demander à Noël Tchani qui monsieur, nous avons des institutions, et les chiffres sont là. D'accord, on est une véritable armée nationale bien formée. Et le budget de combien? Sécurité de combien? Comment ça se connaît? Mais d'abord le budget de force n'est pas réalisable. Je vous dis que ce n'est pas réalisable parce que pour que les budgets soient réalisables, attendez, je vais vous dire une chose. Au mois de janvier, c'était 500 millions. Le budget n'est pas s'il vous plaît, pour arriver à 16 millions, il faut dire que chaque fin du mois, chaque mois, nous devons atteindre au moins 1 milliard 400 quelques millions de fois pour atteindre les 16 millions. Il y a des mois on fait moins, il y a des mois on fait plus. Ce qui veut dire que c'est faux. Ce qui veut dire que c'est faux. Je vous dis que Mathieu, c'est faux. Je vous recommande d'aller apprendre parce que vous êtes incapable de donner les chiffres. Je vous dis que c'est faux. Ça, c'est peut-être absurde, ça. Donc, vous êtes incapable de donner les chiffres. Vous comprenez. Nous devons en place une véritable armée nationale bien formée pour combattre. Je reviens à ce que Mobutu disait, il faut faire la guerre au Rwanda. Parce que chaque fois qu'Kagame nous pointe du doigt, on lui dit toujours que non, l'armée... Nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda. C'est peut-être vous qui ne le savez pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut bien l'équiper. Si cet argent-là qu'on nous dit, le budget d'armée est réellement pour l'armée,
qui n'est pas allé, qui ne va pas aller dans les poches des uns des autres. Il faut réellement équiper et approprier mieux. Et puis, bien encadrer. J'ai entendu qu'Amathie dit que, d'ailleurs, il est même l'exemple, son petit qui vient nous dire qu'il ne vient, toujours là, qu'on a ma foot, l'eau sur ma foot, là, lipa. Donc, à qui nous? Ça, c'était avant, hein? Donc, c'est qui veut dire que, il faut équiper l'armée et restaurer les services de sécurité et d'assurer l'intangibilité de notre frontière. Et voilà. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vais donner 1 minute à Mathieu pour conclure comme mot de la fin. Voilà, ce que nous disons, c'est que chaque Congolais, et notamment le chef de l'État, et notamment le chef de l'État, a conscience des difficultés liées notamment au social du Congolais et les difficultés liées à la guerre de l'Est. Vous remarquerez qu'en aucun moment, le chef de l'État ne dit qu'il est satisfait de la situation. Donc, il continue à fournir des efforts nécessaires. Mais seulement, je vais marteler un fait concernant l'Est du pays. Je pense que nous devons d'abord commencer par miser sur une administration forte. Parce qu'avant qu'une armée ou qu'une rébellion ne vous attaque, vous devez être infiltré. Si vous êtes incapable de démasquer les infiltrés, qui, eux, devront livrer des informations, la première faille commence par là. Donc, il faut que nous restaurions une administration civile et militaire très forte. Ça, c'est un. De deux, il faudrait un contrôle plus sérieux, en mode peut-être IGF, au niveau de l'armée. Parce que je trouve anormal que pendant plus de 20 ans, il y ait des militaires qui touchent, par exemple, 2 millions de francs congolais, mais qui ont pu se construire en intervalle de 20 ans, 20 maisons, avec valeur de 200 000 chaque maison. On doit se poser la question, où a-t-il trouvé de l'argent? Est-ce qu'un militaire, un général, a le droit d'exercer des activités commerciales, notamment dans les zones de guerre? Merci beaucoup. Ça, c'est très compliqué. Donc, voilà en gros ce que je peux donner comme recommandation au gouvernement congolais. Bien évidemment, j'aurai à la prochaine émission l'occasion de plus aller en détail. Oui, madame, je voulais dire aujourd'hui pour dire que l'économie de notre pays n'est pas stable. Alors, nous demandons au gouvernement de faire vraiment un effort, de mettre l'homme congolais au centre de tout. Et je veux aussi dire aujourd'hui que nous devons savoir que les contrats n'est valable que si les citoyens participent à cette volonté générale. C'est-à-dire les contrats que nous avons donnés à Félix Tshisekedi, c'était pour nous faire du bien. Donc il est à la fin de son mandat, je crois qu'il sera candidat à sa propre succession, mais qui doit savoir que nous, les contrats que nous lui avons donnés, il doit nous rendre compte. Voilà ce que je peux lui dire. Et voilà, merci. Je dis merci à Mathieu Badioko. Je rappelle que vous êtes du parti politique ECO, parti cher à Jean-Claude Massango Moulongo, le gouverneur honoraire de la Banque centrale. Mathieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour cette invitation. J'ai dit merci. Et merci à mon camarade co-débatteur. Nous sommes tous Congolais, même si des fois ça chauffe un peu, mais nous sommes tous frères. Et le plus important, c'est l'intérêt du Congo. Et voilà, merci à Patou Ben. Il est cadre président fédéral de l'ensemble de Bandal, cadre de l'ensemble pour la République. Patou Ben, merci. C'est à moi de vous remercier et merci à Mathieu. Je crois que c'était un débat scientifique. Voilà. C'est bon ça. C'est ça qui naturel. Ouais. Dans ce débat, il n'y a pas d'insulte, pas d'attaque personnelle, mais on s'affronte par des idées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Actu 60. Je dis merci à ces deux téléspectateurs très fidèles de l'Actu 60. Je dis merci à toi, Dieu merci, Konde Nzabani. Merci à toi, Papi Okokama. Merci à Light Moutonjo, qui est le régisseur. Il se donne cœur, esprit et son âme pour la réussite de cette émission. Merci à mon fils chéri Enoch Mbala, toujours présent pour le succès de cette émission. Merci à la coordonnatrice Déborah, merci au directeur général André Mamboucha. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.